Eh bien, bienvenue à tout le monde pour ce nouveau webinaire autour des emballages, alimentaires, des alternatives régionales aux emballages à usage unique. Donc, en ce 21 novembre 2022. Donc, nous animons ce webinaire avec les collègues que je vais présenter dans le cadre de la semaine de la CERD, la semaine européenne de réduction des déchets 2022. Nous allons avoir 1 heure pour échanger avec des témoignages à la fois d'artisans et de fournisseurs. On va avoir un peu les regards croisés de nos participants. Pardon. Côté pratique, pour ce webinaire, donc la séance est enregistrée, donc vous pourrez également la revoir en replay, hein, et puis nous vous enverrons le contenu de cette séance. Donc, on a coupé le son et la caméra. Et puis, vous avez la possibilité tout au long du webinaire de nous poser des questions. D'accord? Puisqu'on va voir plusieurs sujets. Donc, je reviens un petit peu sur le contenu de la séance. Donc, je vous ai dit, il va y avoir des interventions combinées à la fois par mes collègues de la Chambre de métier avec qui je co-anime, donc avec Pauline Fonda de la CMA 85 et puis Thierry Mongazon de la CMA 53. Et puis, nous allons avoir les interventions croisées de 2 artisans, Monsieur Marès et un représentant de l'entreprise au bout du lard, Monsieur Porchier, donc pour côté artisan. Et côté fournisseur, nous allons avoir la présentation de Messieurs Viau et Messieurs Lemestre. Donc, voilà pour le contour de l'intervention. Donc, je vous ai dit, hein, s'il y a des questions, n'hésitez pas. On va essayer, notre objectif, c'est de rester dans les temps, hein, donc de se donner une petite heure, hein, donc de vous libérer aussi dès 16 heures. Je me rends compte, hein, j'aurais dû juste me présenter 30 secondes. Donc, je suis Claude Bottret, également de la Chambre de métier, et c'est moi qui vais co-animer ce webinaire en donnant les temps de pause et puis en essayant d'être maître du temps pour ce webinaire. Donc, je laisse tout de suite la parole à Pauline Fonda qui va nous rappeler, pardon, je m'excuse, je vous ai pas présenté le contenu de la séance quand même. On va faire cette intervention en 3 temps. C'est les affres du direct, hein. Vous m'excuserez, mais comme on a eu un petit peu de soucis techniques, on était un peu tout à l'heure happé par le problème technique. Donc, j'ai tendance à démarrer un peu vite. Donc, 3 temps pour cette intervention. Donc, on rappelle un petit peu les éléments de contexte, hein, autour de la gestion des déchets, la loi AGEC. Pourquoi on va parler des emballages à usage, enfin la suppression des emballages à usage unique à moyen terme, hein. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive là aujourd'hui? Donc, comment passer à de nouvelles solutions d'emballage avec plutôt des interventions techniques et pratiques pour dire que c'est faisable et réalisable et que ça évolue tout le temps, hein. Il n'y a pas une solution miracle, il y en a plusieurs, hein. Et puis de vous dire que avec mes collègues, on est à vos côtés dans ces changements de pratique. Donc là, je laisse la parole à Pauline Fonda qui va vous parler plus précisément du contexte réglementaire dans un premier temps. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de faire assez court, mais en même temps assez précis pour que vous ayez une idée du cadre réglementaire dans lequel on évolue au niveau de la France sur les alternatives aux emballages à usage unique. Donc, une des premières lois en fait, qui encadre les dispositifs dont on va parler, c'est la loi AGEC anti-gaspillage pour l'économie circulaire, donc votée en février 2020. Concrètement, on a un planning ou un échéancier sur la France pour la fin de la mise sur le marché des plastiques à usage unique à échéance 2040. Donc, on a différents plans qui sont en train de s'organiser. Le premier plan est le décret 3R pour la période 2021-2025, qui est un programme donc avec des objectifs quinquennaux de réduction, de réemploi, de réutilisation et de recyclage des emballages. A été créé en France l'année dernière un observatoire du réemploi et de la réutilisation. Cet observatoire est à disposition de nos services de l'État pour essayer d'avancer sur des données quantifiées, des indications précises pour mettre en avant ces différents plans, en tout cas pour les organiser et arriver à échéance à 2040 avec normalement plus de plastique à usage unique dans nos entreprises et chez nous en tant que consommateurs.
Il y a donc des réalisations d'études nationales qui sont en train de se réaliser actuellement et qui vont avoir lieu jusqu'à mai 2023, qui sont organisées avec des opérateurs de filières et des syndicats professionnels, et tout ceci est coordonné par l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation. Donc, dans les filières des différents métiers, normalement, sont étudiées différentes alternatives. Voilà. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des repères, des points de repère pour être sûr de parler de choses quantifiées et quantifiables. Également sont travaillés des critères de standards d'emballage réemployables pour la restauration, les traiteurs, les produits frais et les boissons. Et je veux bien que tu passes, Claude, s'il te plaît. La loi AGEC donc, va interdire donc, concrètement l'utilisation des emballages en plastique à usage unique. Et un des décrets que vous connaissez plus facilement, on va dire, c'est le fait que nous, en tant que consommateurs, on puisse amener un contenant à notre commerçant et que c'est le consommateur qui est responsable de son contenant. Donc, notre contenant, il doit être propre, il doit être adapté. Et si ces critères sont respectés, le commerçant, normalement, doit l'accepter. Voilà. Après, on parlera tout à l'heure des différents problèmes que ça peut occasionner. À partir du 1er janvier 2023, interdiction de vaisselle jetable aussi pour les restaurants, donc, dont les repas sont pris sur place. Donc, ce qui amène aussi toujours cette sortie du plastique à usage unique. Autre contexte réglementaire, la loi Egalim. Donc, grâce à cette loi Egalim, l'objectif, c'est de pouvoir travailler plus dans les circuits courts. Il y a plusieurs objectifs, mais il y en a un qui est d'approvisionnement dans les circuits courts pour nos restaurations collectives. Et au plus tard, le 1er janvier 2025, il n'y aura plus possibilité d'utiliser des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe ou de service en matière plastique. Aujourd'hui, les différentes études et les différents, on va dire, opérateurs dans le domaine de l'emballage, il y a une seule certitude, c'est qu'on sait que le verre, on est sur une innocuité totale entre le produit, on va dire, fini et le contenant. On n'a pas de dérivés ou de matière qui dérive entre le verre et le produit fini. Ce n'est pas forcément le cas pour les plastiques et surtout pour les plastiques qui peuvent être utilisés pour de la réchauffe ou des plats chauds qui seront mis directement dans un contenant plastique, etc. Donc, il y a beaucoup d'études, enfin, il y a en tout cas des projets d'études, peut-être pas beaucoup, mais des projets d'études qui sont faits par différents organismes pour essayer de tracer justement ces migrations en fait entre le contenant et le produit fini. L'objectif principal, c'est la sécurité alimentaire de notre population et d'éviter un scandale dans quelques années sur des matières qui seraient malheureusement à terme dangereuses ou sous certaines conditions d'utilisation qui auraient des conséquences néfastes pour la santé humaine. En France, on a 3 éco-organismes qui travaillent donc sur les emballages et qui donc perçoivent aujourd'hui la responsabilité élargie du producteur, donc des producteurs d'emballage. Ce pourcentage, il est actuellement de 2%, il va monter à 5% à partir du 1er janvier 2023. Les 3 organismes, ce sont ceux que vous avez en bas, donc Citeo, Adelph et l'ECO. Et ces 3 éco-organismes travaillent sur les calendriers pour amener des projets justement de réemploi, de réutilisation et de recyclage. On va en reparler aujourd'hui avec les fournisseurs qui sont présents. Le verre ne sera pas la seule solution. Il n'y a pas qu'une seule solution pour sortir de l'emballage à usage unique. Ça va être multifactoriel et multi-solutions. Et donc, il faut pouvoir avancer sur des éléments chiffrés et sur des éléments aussi qualitatifs. On bénéficie en France d'un réseau aussi qui est le réseau consigne, donc un réseau fédération nationale qui permet aux acteurs, aux opérateurs locaux qui essayent réintroduire la consigne sur nos territoires, de pouvoir avoir une politique nationale et des aides nationales et de partager leurs expériences, leurs difficultés, leurs contraintes. Dernière loi, c'est la loi climat et résilience. Donc là, je vous ai mis juste un petit extrait. 2030, 20% des grandes surfaces devront avoir une surface dédiée au vrac. Donc voilà, on a un contexte réglementaire assez fort qui encadre les différentes évolutions dans ces domaines-là.
Dernier élément, on a souhaité vous donner des données chiffrées, donc qui ne sont valables que pour le département de la Vendée, puisqu'on a la chance en Vendée d'avoir un syndicat de traitement de nos ordures ménagères. Donc, on a des données quantifiées. Depuis 2015, on a une nette baisse de volume de nos ordures ménagères, donc ce qui part en poubelle noire, puisqu'en Vendée, on est principalement à la redevance incitative dans nos collectes d'ordures ménagères et on bénéficie soit de sacs jaunes à notre domicile, soit d'une collecte à emporter au domicile et donc aussi pour les professionnels dont les déchets sont assimilés aux ordures ménagères, assimilés au ménage, pardon. Et on va avoir autrement sur certains territoires des containers dans lesquels il faut amener les contenants, les emballages, etc. Et à l'inverse de cette courbe, donc qui est descendante pour les ordures ménagères, on va avoir une courbe ascendante. Je veux bien que tu passes, Claude, sur la slide suivante, s'il te plaît, où on a une nette augmentation du volume de nos emballages par habitant. Donc, l'objectif, c'est bien sûr de diminuer, parce que même si ces emballages sont recyclés, il reste que c'est un déchet et que tous ne sont pas recyclés à 100%. Donc, de cette courbe où on est en nette évolution dans les emballages par habitant, ça va être de pouvoir sortir maintenant, de diminuer aussi cette courbe, entre guillemets, des contenants, ce qu'on appelle des sacs jaunes chez nous, pour pouvoir aller plus vers du réemploi, de la réutilisation et permettre en fait de moins avoir cet emballage à usage unique. Et pour ça, on a des entreprises sur le plan régional qui essayent d'avancer. Donc, je vais pouvoir relaisser la parole pour les laisser parler. Merci. Très bien, merci Pauline pour ce premier descriptif qui donne quand même le contexte dans lequel tout évolue. Là, on voit bien plutôt dans le positif et qui amène à des gros changements. Donc, je vous propose de laisser la parole à messieurs Montgazon et Marès pour le 53, suite à un témoignage autour d'un artisan pâtissier chocolatier ou chocolatier pâtissier, je ne sais pas, il nous redira quelle est l'activité prépondérante. En tout cas, notre collègue, juste pour anecdote, je pense qu'elle a la chance de pouvoir goûter les petites sucreries locales. Donc pour nous, tant pis. Donc je vous laisse la parole et puis présentez, vous, quel a été l'effet déclic et quels ont été les premiers changements et à quelles étapes vous êtes en co-animation avec Thierry. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, des petits chocolats qui nous attendent. Là, on n'ose pas en manger devant vous pour ne pas vous faire saliver quand même. Pour autant, Adrien va nous faire part de son expérience. Il a essayé d'initier une démarche, voire de la faire évoluer. Une démarche qui est complètement pertinente et cadre complètement avec le sujet traité aujourd'hui. Donc, je vais le laisser nous expliquer par quoi il a commencé dans un premier temps et comment il a pu faire évoluer ses bonnes pratiques. Alors, bonjour à tous. Donc, l'activité, c'est, comme on le disait, c'est vraiment pâtisserie-chocolaterie. Donc, c'est les deux, pas de boulangerie. J'en suis venu tout simplement parce que c'était une question budgétaire, de budget. Et je pense que si on fait comprendre aux gens qu'il y a une possibilité d'économie, à ce moment-là, on pourra plus les toucher. Donc moi, en fait, c'est venu sur des boîtes de macarons. Alors la problématique au début, c'était pas du tout écologique, c'était le transport. Et donc on avait toujours des boîtes de macarons en carton. Et donc quand vous les mettez dans votre sac à main ou quoi que ce soit, elles avaient tendance à pas arriver jusqu'au bout. Et donc je me suis dirigé vers le plastique, même si j'étais pas franchement favorable à ça. Et je me suis dit, comment faire pour faire cette démarche intelligemment, en fait. Donc, ce que j'ai proposé, c'est la vente de boîtes plastiques. Donc, oui, pas écologique, mais si les gens reviennent avec cette même boîte à la boutique et font recharger les macarons dans cette même boîte, alors je leur offre un macaron. Alors au début, ça a été un petit peu compliqué et au fur et à mesure des années, c'est ce que j'expliquais à mes deux camarades qui sont là, sur l'équivalent d'achat de 10 cartons, donc à peu près 20 boîtes par carton, par mois, j'en économise un carton. Donc ce qui peut paraître rien, mais sur des cartons à approximativement 40 € le carton, ça fait des belles économies. Donc moi, je parle plus pour l'artisanat. Si on va dans ce but-là d'économie et de longévité, sur le long terme, on peut faire de belles économies en fait. Voilà. Et après, j'ai développé ça sur plusieurs produits, mais le macaron, c'est vraiment le produit d'appel où les gens interagissent le plus. Après, sur les verrines, sur les caissettes, les boîtes, etc. Mais
On sent que c'est pas encore facile d'aborder la chose, quoi. Je sais pas ce que je peux rajouter. Bah, l'idée dans un premier temps, ça a été de travailler sur un sujet, en l'occurrence les macarons, qui semblait un sujet peut-être plus facile à aborder. Et au fil du temps, bah, en fait, l'idée, ça a été de regarder un petit peu quels étaient les contenants qui pouvaient être Modifier ou améliorer, ouais. Voilà, absolument, pour proposer une autre prestation. Et de fil en aiguille, bah, voilà, il y a eu pas mal de prestations qui ont été proposées. Ça ne fonctionne pas forcément suffisamment à vos yeux. Hein, ouais. Après, pour vous donner une ordre d'idée, en fait, je passe à peu près plus de 40 000 macarons par an. Donc, si vous mettez entre 6 et 12 macarons par boîte, ça vous donne une image de ce que je peux faire comme économie sur des macarons. Voilà, enfin, j'avais oublié ce détail qui est important. Mais après, qu'est-ce qu'on a pu faire en fait, c'est un tout. C'est un tout et je pense que c'est une éducation à donner, à nous apporter d'abord au client et lui expliquer. Là, on a mis en place, je voulais pas le faire, mais c'est le sac. Avant, on mettait tous nos ballotins, toutes nos boîtes, etc. dans des sacs logotés Adrien Marès, pâtisserie chocolaterie, parce que ça fait une pub. Et avec les augmentations en fait qu'on a eues, ce qui représente sur l'emballage à peu près, moi, dans mon entreprise, c'est entre 17 et 25%. Je fais payer le sac 20 centimes. Donc, je rentabilise pas, mais c'est toujours un appel aux gens à dire le sac, c'est un coût pour l'entreprise, c'est un coût environnemental parce qu'en fait, ce sac en papier, vous n'allez pas forcément le réutiliser. Donc, on a vu une réduction en fait de plus de 70% des gens qui prenaient des sacs. En fait, maintenant, ils préfèrent juste prendre la boîte. Et c'est un petit peu en fait comme les grandes surfaces à l'époque quand on a supprimé les sacs plastiques. Au début, tout le monde râlait et au final, on a su s'adapter avec des sacs cabas, des sacs réutilisables. Et donc voilà, donc c'est beaucoup mieux et ça va dans le bon sens écologique et de long terme. Ils étaient gratuits, tout le monde en demandait. Ils sont à 20 centimes. Eh ben, ça réduit de 70%. Donc, grosse économie et puis c'est pas plus mal. Une question, est-ce que la boîte à macarons, elle était vendue, il y a un surplus à l'achat, enfin, non? Du tout, parce que je veux pas impacter et en fait, le macaron pour moi c'est un produit d'appel. Donc depuis l'ouverture de ma boutique il y a 10 ans, il est à 95 centimes et il bouge pas. Le problème c'est que comme vous le dites, les emballages augmentent, donc il fallait vraiment trouver une solution pour que les gens puissent faire l'effort et vraiment, enfin, ça va dans le bon sens et dans le sens où ils reviennent de plus en plus. Et j'ai même des gens qui reviennent avec des boîtes de la concurrence pour recharger leurs macarons. Et même s'ils reviennent avec des boîtes de la concurrence, en fait, je fais cet effort-là pour éviter Enfin, en plus, ils viennent recharger. Donc forcément, je fais un gain de boîte parce que je n'ai pas à leur fournir la boîte, même si ce n'est pas ma boîte. Et puis, je fais une économie. Un macaron, ça coûte 95 centimes à fabriquer. Ça coûte 20 centimes. Donc, ce n'est pas ces 20 centimes perdus qui vont faire mal à mon entreprise, en fait. Dernière question avant de poursuivre. Est-ce que vous avez été conseillé là, côté fournisseur, ou ça a été un peu la jungle et vous ne saviez pas à qui vous adresser Alors, on va pas se mentir, c'est un gros problème. Trouver des fournisseurs qui veulent aller dans un sens durable, écologique, etc., eux, c'est pas du tout leur but. Eux, leur but, c'est faire du chiffre. Donc, en fait, c'est à nous, artisans, d'imposer nos règles et nos choix et de dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc là, je vois, pour mes boîtes de chocolat, je travaille avec un fournisseur français, Thibaut Bergeron, donc qui a des tarifs qui sont pas forcément donnés. C'est moi qui lui ai imposé 2 livraisons par an parce qu'avant, en fait, c'était détaillé dans le temps parce que pour eux, c'était plus facile pour tout ce qui était imprimerie, etc. Pour Valrhona aussi, qui est mon fournisseur de chocolat, ce qu'il faisait en fait, c'était à la demande. J'avais juste à commander, en 24 heures, je recevais mon chocolat, que ça soit 10 kilos ou 2 tonnes. Et donc en fait, maintenant, ce que je fais, c'est que je commande par 2 tonnes. Comme ça, c'est un seul et même transport. Et donc, il y a beaucoup moins d'impact de CO2 sur. Mais ça, c'est vraiment à l'artisan de le faire. Parce qu'en fait, le distributeur, lui, clairement, tant qu'il peut faire du chiffre, il le fera. Je suis désolé s'il y a des distributeurs ici, mais. Il y en a. Non, mais justement, on est là pour discuter et puis que les mondes se rencontrent et de voir comment elles peuvent évoluer justement positivement avec ces problématiques environnementales et de donner du sens. Surtout que vous,
on connaît bien votre métier, de chocolatier. C'est aussi la complexité de ne pas, de pouvoir montrer le produit parce que c'est ce qui attire aussi le client. Si on voit pas le chocolat, on va pas l'acheter. Donc, c'est trouver des emballages qui vont être adaptés. Ce qu'il faudrait aussi, désolé, il faudrait que les producteurs locaux, donc en fait, ce qui est pour moi local, c'est les régions qui sont autour du département, les départements, que ça reste en France, jouent le jeu. Comment se fait-il? Alors, je suis d'accord, le coût, je gère des employés, je sais combien coûte un employé, etc. Mais comment se fait-il que quand vous importiez de Chine ou d'Inde, ça coûte parfois divisé par 2 le tarif qu'une entreprise française? Donc ça, il faudrait vraiment trouver la solution pour, que toutes ces charges qui font que les tarifs augmentent et que qu'on puisse se dire, parce qu'il y a des artisans qui font l'effort de prendre en France, mais quand vous voyez le coût, moi je vois les boîtes Thibaut Bergeron, le chocolat Valrhona que j'utilise, qui est fabriqué en France, transformé en France, coûte plus cher que certains chocolats ou boîtages qui peuvent venir de l'autre bout du monde et qu'on subit des transports en cargo, en fret d'avion, etc. Donc ça, il faudrait trouver un juste milieu parce que en artisan comme moi, il y en a vraiment très très peu. Si vous regardez tous les boulangers autour de chez vous, moi je suis sûr que à 99,9%, ils ont du boitage qui vient de Chine ou d'Inde chez eux. Alors ça, je vais être obligée de dire que malheureusement, je ne vais pas avoir, ni avec mes collègues, la solution miracle aujourd'hui. On l'entend bien, ça fait partie des problématiques que l'on soulève régulièrement avec les entreprises que l'on peut accompagner. Mais là, c'est vraiment une problématique d'ordre national. On l'entend tout à fait. Et on le fait remonter, on le fait remonter quand on peut. Et même via pour ceux qui sont adhérents à des organisations professionnelles, c'est aussi leur travail et leur mission au quotidien. Merci pour ce premier témoignage plutôt fructueux, parce que ça nous donne un premier exemple. On va compléter toujours dans le côté artisanal, exemple artisanal, avec l'entreprise Au Bout du Lard. Donc là, on change, on est plutôt dans la charcuterie traiteur. Donc avec Pauline et Monsieur Porchier. Donc là, on va vous laisser la parole et j'insiste, n'hésitez pas à poser des questions et on reviendra sur des points s'il faut. Même entre vous. Je vous laisse, Pauline. Alors, on va avoir nous un double témoignage puisqu'on a et Monsieur Porchier, responsable commercial de Au Bout de Lard, dont le labo de production est à Chantonnay, et on a Charles Viot, donc qui présentera aussi la solution qu'ils ont choisie ensemble. La parole. Bonjour à toutes et à tous. Peter Porchier, donc le responsable commercial Au Bout de Lard à Chantonnay dans le 85. Alors, forcément, comme tout le monde, on a été mis en face l'augmentation des tarifs des emballages. On parle du coût parce que ça a quand même forcément un impact sur les réflexions d'entreprise quant à savoir comment gérer nos prix de vente, comment répercuter ou non les coûts, sachant qu'on a déjà des surcoûts d'achat de matières premières. Et l'idée, c'était surtout pas de répercuter des coûts d'emballage. Alors, en se rapprochant des fournisseurs d'emballage, ils nous proposent d'autres solutions, alors soit plus ou moins vertueuses, soit avec des évolutions de matière, mais toujours, comme vous dites, à la recherche de chiffre d'affaires, de ne pas perdre sur la ligne client et de toujours développer des volumes et des volumes. Donc, on s'est posé des questions. Covid aidant, forcément, ça a changé un peu la donne parce qu'il a fallu s'adapter un peu au mode de consommation du moment si on ne voulait pas baisser le rideau. Donc, on est parti à vouloir proposer, comme beaucoup l'ont fait, des plats cuisinés dans des bocaux à joint, style WEC. On a proposé ça aux clients en disant bon, on va essayer de leur proposer de ramener les bocaux et d'essayer de fidéliser d'une façon ou d'une autre. Mais quand on n'est pas forcément accompagné, on tente des choses un peu tout seul dans notre coin, et puis on se rend compte que les clients, ils répondent favorablement à cette démarche-là. Ils disent oui, c'est bien, c'est du bocal, ça revient, ça nous rappelle les consignes, comme on a pu connaître il y a 30 ans ou 40 ans. Sauf que nous, on ne savait pas trop comment l'articuler. Certes, on s'est dit,
une fois que l'activité commerciale est revenue à la normale au bout de 2-3 ans, on s'est dit, bon, ben, on va mettre une petite affiche sur le côté du rayon en disant qu'on accepte les contenants des clients. Donc certains ramènent leurs petites boîtes, ça commence avec les petites boîtes Tupperware, et puis certains avec des boîtes en verre avec couvercle plastique réutilisable. Sauf qu'on avait d'autres problématiques. On ne savait pas gérer forcément comment on devait gérer le sale, le propre, quel était le risque de contamination croisée, quelle était notre responsabilité. C'était aussi une charge de travail supplémentaire pour nos équipes. On ne savait pas trop. Et donc, dans cette démarche-là, on était à la recherche, nous, de partenaires pour pouvoir nous accompagner et pourquoi pas faire prester ce nettoyage, ce retour, etc., qu'on ne savait pas gérer nous-mêmes. Mais toujours dans l'esprit de baisser les emballages à usage unique, que ce soit les plastiques, que ce soit aussi tout ce qui peut être proposé comme alternative aujourd'hui, mais pas toujours avec des démarches très vertueuses. Je pense à tous les emballages maintenant en bois, en pulpe de canne à sucre ou tous ces produits-là. Donc aujourd'hui, nous, on a eu la chance de faire la connaissance de quelqu'un qui a accepté et nous a proposé ses services, c'est-à-dire de nous mettre à disposition des contenants en verre réutilisables en mettant un système de consigne pour le client, mais quelque chose de complètement gratuit pour le client, où nous, en tant qu'entreprise, on a juste à gérer le coût du nettoyage et de la prestation. Mais ce qui nous enlève surtout, nous, tout le facteur risque et le surcoût de travail aussi pour les équipes qui sont déjà bien occupées sur les points de vente. Donc, on a rencontré l'entreprise Cycléo qui nous a accompagnés, qui nous a rassurés sur la faisabilité du projet. Parce que nous, tout seuls, on n'était pas capable de le faire. Et aujourd'hui, c'est mis en place dans plusieurs magasins, parce que nous, aujourd'hui, on a 6 points de vente, mais aujourd'hui, c'est dans 5 déjà. 5 et bientôt 6. 5, bientôt 6. Et puis, ben, ça y est, ça démarre tout doucement. Les clients s'interrogent, on les accompagne sur la mise en route. Et puis, ben, c'est très, très bien accueilli, en tout cas, et c'est vraiment dans les démarches du moment. Et puis, ben, nous, on est content de voir aussi de voir moins de cartons de plastique arriver aussi dans nos points de vente. Donc, ben, c'est gagnant-gagnant. Pour l'instant, nous, ça fait pas très longtemps qu'on l'a mis en place, mais c'est que des retours positifs. Donc, franchement, c'est vraiment bien. Merci, Monsieur Portier. On va laisser la parole à Charles de Cycléo qui va nous présenter la solution. Et après, il y aura peut-être des questions et des points de détail sur lesquels vous voudrez revenir s'il y a des questions aussi de la part des gens qui nous suivent. Pas de problème. Bonjour à toutes et à tous. Donc, du coup, Charles Viau, je suis président de la société Cycléo. Voici les fameux contenants en verre qui sont extrêmement classiques, qui sont français pour le coup. On parlait de local, du coup, c'est français. On a différentes tailles, il y a des grands, des petits, des moyens, des ronds. Et donc oui, ça fait 1 mois qu'on travaille avec la Maison Bray et puis les Vergers de Vendée, donc au bout de l'art. Pour nous, ça a été un tremplin puisqu'on a été très bien accueillis. Il y avait des personnes qui attendaient ce genre de solution. Donc pour nous, c'est vraiment une très belle vitrine. Aujourd'hui, on a économisé en à peu près 1 mois une 50aine d'emballages, donc juste sur un lancement de 5 magasins. Donc c'est plutôt bien perçu pour un premier lancement. On a eu plus de 200 téléchargements, je crois, rien que sur les Vergers de Vendée. Donc, c'est extrêmement positif pour un premier lancement. Bon, nous, Cycléo, comment ça fonctionne concrètement? Nous, on possède une laverie. On amène des contenants propres en fonction de l'état des stocks de tous nos commerçants. Donc, des commerçants de bouche, traiteurs, poissonnerie, boucherie, charcuterie, etc., fromagerie en plus. On amène ces contenants-là propres, ils sont tous tracés, ils sont tous en verre. Vous, en tant que consommateur ou consommatrice, vous avez accès à notre application qui est entièrement gratuite, sur laquelle vous pouvez avoir votre portefeuille de consignes, j'ai envie de dire, ce qui vous permet de, 1, vous identifier auprès du commerçant et de 2, payer votre consigne. C'est-à-dire que pour le commerçant, il n'y a pas d'échange monétaire pour la consigne.
Okay, c'est Cycléo qui prend en charge tout ça. Ensuite, vous, en tant que consommateur, vous prenez, vous vous servez en viande, en pâté, ce que vous voulez. Vous allez chez vous, vous mangez votre viande, et puis d'habitude, vous jetiez votre emballage. Sauf que là, vous allez le ramener dans n'importe quel autre magasin partenaire. Donc, vous le prenez chez un commerçant A et vous le ramenez au commerçant B. Vous pouvez le ramener sale, il n'y a aucun problème. Au contraire, on préfère. Ça évitera de faire 2 lavages. Nous, notre job, c'est de récupérer la consigne. Donc, vous scannez, etc., auprès du commerçant qui est formé. La consigne est gérée via l'application. Nous, derrière, on a l'état des stocks, encore une fois, de tous nos commerçants. Donc, on sait combien il y a de salles, combien il faut qu'on récupère de contenants. On les ramène chez nous au Fenouiller en Vendée pour qu'ils soient lavés avec notre équipement professionnel par le Froid Vendéen, encore un acteur local. Et puis, on les remet à disposition voilà, dès qu'il y a un besoin chez nos commerçants. Et pour vous donner une petite ordre d'idée, on a déjà des contenants qui ont été utilisés plus de 30 fois. Donc, c'est déjà aussi déjà 30 emballages finalement économisés. Et puis voilà, aujourd'hui, on est plutôt sur comme on l'a écrit, sur la consommation plutôt que la consommation. On est une très jeune entreprise, on est 6 dans l'entreprise, mais voilà, on a commencé depuis mars 2022 à travailler avec un commerçant. Là, aujourd'hui, on a une grosse quinzaine de commerçants et puis on espère doubler d'ici la fin d'année avec du coup des commerces qui arrivent. Et donc voilà, si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. On a une question en local sur le coût de la consigne. Très local, pour le coup. Donc du coup, comme je disais, on a 4 types de contenants. Donc des petits, des moyens, des grands et un rond. Hop. Et on est entre 2 et 5 euros le prix de la consigne. Donc ça varie en fonction de la taille du contenant, tout simplement par rapport au coût d'achat, nous, du contenant par notre fournisseur. J'ai 2 questions. La première, là, par rapport à l'utilisation, ça veut dire qu'il faut forcément un téléphone portable? C'est une question pratique Oui. Pour pouvoir suivre la chaîne quand je suis client? Aujourd'hui, oui, on force, entre guillemets, les personnes à avoir notre application Cycléo pour plusieurs raisons. Pour le côté traçabilité, comme ça on peut les prévenir en cas de souci alimentaire ou quoi, parce que chaque contenant a un numéro unique. Vous voyez, il y a un petit QR code sur nos contenants. Et en fait, on sait que ce contenant-là, le R0049, a été utilisé tant de fois, ramené par telle personne, dans tel magasin, etc. Donc, ça nous permet de suivre la traçabilité, de la gestion de la consigne, s'il y a de la casse, s'il y a des choses comme ça. Et puis, là, on est en train de lancer, donc, pour la fin d'année, une carte de fidélité, ce qui permettra aux personnes un peu plus âgées, qui sont demandeurs de ce genre de choses, de pouvoir accéder à Cycléo. Aujourd'hui, en attendant, on a mis en place en local dans chaque magasin une utilisation un petit peu plus spécifique, ce qui permet aux personnes qui n'ont pas de téléphone de pouvoir accéder à Cycléo. Donc là, on est en train de bien régulariser tout ça avec une carte de fidélité qui est très demandée. Oui, en fait, je fais surtout le pendant, effectivement, avec cette clientèle qui peut être un peu plus âgée et qui n'a pas de téléphone, ou alors qui a un téléphone mais qui n'utilise que la fonction de téléphone. On a quand même une population aujourd'hui, même chez les jeunes, ça peut paraître un peu pas hors du temps, mais oui, aujourd'hui, il y a des jeunes qui font le choix de ne pas avoir forcément d'application sur leur téléphone. Donc, on est aussi sur et qui sont plutôt cette population qui va faire ce genre de geste. Donc, c'est pour ça que je vous reposais la question de savoir quelle était l'alternative, quand on ne veut pas utiliser son téléphone. Là, c'est plus ou qu'on n'en a pas, qu'on ne sait pas utiliser. C'est aussi une clientèle que doit avoir Monsieur Porcher quand même, qui a plus de 80 ans. Enfin, c'est pas une catégorie. Tout le monde n'est pas sur le même niveau, mais complètement. Les gens, la première, tout de suite, ils disent: ah ben oui, mais il faut un téléphone. Mais on se rend compte, parce qu'on a aussi des a priori, c'est que les anciens, ils ont des téléphones et ils savent de plus en plus s'en servir. Ils ont évolué quand même avec leur temps.
Et puis, mais, où il faut, c'est les accompagner sur la mise en place, le téléchargement de l'appli. Mais une fois que le compte est créé, ils ont juste à ouvrir et montrer leur QR code d'identifiant, en fait. Donc, ils n'ont aucune manip à faire lorsqu'ils vont venir ramener ou lorsqu'ils vont demander un contenant. Ils vont juste présenter leur écran comme le fait Charles. Et puis, l'opérateur en face, le vendeur, le boucher, le charcutier, le traiteur, lui a son téléphone aussi mis à disposition avec l'application par Charles. Et clac, il flash, c'est fini, hop, on en rajoute un, hop, même manip s'il y a un retour de vide, sale, et ça se fait très simplement. Mais en fait, on se rend compte qu'on se heurte peu à cette barrière du j'ai un téléphone juste pour appeler mes enfants, mes petits-enfants. Aujourd'hui, ils ont des smartphones, ils savent s'en servir, et si on les accompagne vraiment à la mise en route, après, ils se prennent au jeu. Et ils sont contents aussi de retrouver ce système de consigne qui leur parle. Donc, ils font le petit effort de l'application. Ouais. Hein, alors après, forcément, on va avoir d'un site à un autre des populations un peu différentes, des âges différents, des implications différentes. Ça, on le ressent. Mais globalement, c'est très, très bien accueilli. Et on a peu de gens qui bloquent parce qu'il y a le phénomène de l'appli. Mais c'est tout de suite ce qu'on pense, en tout Ouais. cas, Ah bah, quand on c'est- nous présente le système. Ah oui, mais avec C'est l'appli, le comment premier ça va se réflexe. passer? Mais ça se passe très bien. Non, puis vous avez, je vous taquinais un petit peu, hein, là l'objet c'est pas de remettre en cause votre dispositif, mais c'est de voir un peu comment c'est perçu. Et ce qui est important et que vous avez souligné là, c'est que vous informez, vous formez aussi le client. Ça veut dire qu'il y a un devoir pédagogique de votre côté, de ce côté-là. Et du coup, après, il y a une prise en main qui est un peu plus facilitée, hein. Donc, c'est pas forcément rédhibitoire. C'est Et puis exactement ça. Et l'important, c'est la... si je peux Ouais. rajouter le dernier truc, en fait, c'est que nous, l'idée, c'est que on installe une première fois dans le magasin, donc on forme les employés, les commerçants, et derrière, on revient pour faire ce qu'on appelle, nous, des animations. On a un alternant qui fait maintenant 100% ce genre de choses. Donc, il va venir sur une matinée, une soirée, des choses comme ça. Il vient avec une table, un kakémono, et en fait, il explique ce qu'on fait très concrètement. Donc, il installe aussi à des personnes directement l'application, des personnes âgées qui disent bah, je veux le faire, mais faut qu'on m'accompagne. Bah, typiquement, c'est ce qu'il fait. Et en fait, ça aide le commerçant à déjà trouver les bons arguments, mieux vendre la solution, mieux expliquer, rassurer. Et finalement, c'est vraiment de l'accompagnement jusqu'au bout. Donc voilà, les premiers mois, on se lance comme ça. Et puis, nous, on a un exemple sur la boucherie du Port à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui était notre tout premier. On a fait beaucoup d'animations au départ. Maintenant, on n'en fait quasiment plus parce que ça tourne sans nous. Donc, on en fait une exceptionnellement de temps en temps. Mais il n'y a plus le besoin. Très bien. Ben, votre exemple est un exemple parmi d'autres en Pays de la Loire. Donc, je vous propose de poursuivre avec Monsieur le Mestre, qui est donc là en Mayenne, pour expliquer aussi les changements qui se sont opérés au sein de l'entreprise, hein, parce que Monsieur Marès l'a bien évolué, c'est nous les artisans hein, qui avons des besoins et qui les faisons remonter. Donc du coup, ça peut bousculer aussi de l'autre côté le fournisseur qui se dit bah moi j'avais des contenants de cette façon-là, donc comment je vais évoluer? Donc je vous laisse présenter aussi ce qui se passe chez vous en ce moment. Si vous pouvez passer sur la slide, s'il vous plaît. Oui. Bonjour à tous. Donc Jean-François Lemaitre, je fais partie de l'entreprise MBPack. MBPack, donc on est un fournisseur de solutions d'emballage et d'hygiène pour tous les métiers de bouche. Alors vous ne nous connaissez pas forcément parce qu'on ne vend pas en direct, on vend de toute façon par nos grossistes. Par contre, grossistes que vous connaissez, Bac Europe, Pomona, Transgourmet, enfin, on est un des leaders du marché en France. Nous, l'objectif de réponse qu'on s'est fixé aux artisans et donc à nos clients indirects que sont les grossistes, c'est justement de pouvoir anticiper la loi AGEC, mais toutes les autres contraintes environnementales. Je dirais ça, c'est le quotidien de chacun des artisans et de chaque entrepreneur. Mais c'est en plus de les devancer et de proposer des services qui soient le plus local possible, à hauteur d'homme, et je dirais qui s'adaptent au territoire. Et c'est dans ce sens-là que j'ai été amené à rejoindre l'aventure MBPack. On a créé Bolero. Alors Bolero, c'est quoi? Je ne vais pas faire de redite après ce que vient de présenter Charles, mon collègue de Cycléo, puisque
on assure le même service en Mayenne dans le 49 et dans le 72, avec une option lavage, pas de lavage. Donc, on est vraiment sur une offre à la carte, l'accompagnement également. Là où on a poussé le service, c'est qu'on adapte notre solution à tous les emballages que MBPAC peut proposer. C'est-à-dire qu'on a une flotte de contenants aujourd'hui qu'on a utilisé, on a une quinzaine de modèles de contenants différents, mais le savoir-faire MBPAC, l'équipe communication, l'équipe achat, l'équipe soutien, entre guillemets, va se mettre au service de ce nouveau service de contenants réemployables. Et c'est là où on va pouvoir proposer une palette de contenants différents, une solution d'application qui fonctionne grosso modo sur le même système que Charles vient de vous présenter, à la différence près que nous, on n'intègre pas de consigne, c'est-à-dire qu'on ne demande pas au client de charger de l'argent sur sa carte, mais plutôt, il s'enregistre, il ouvre un compte et derrière, il y a juste besoin de nous ramener le contenant, c'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin d'avancer la consigne. Donc voilà, on va avoir des petites différences sur ce sujet-là. Et l'idée, c'est de pouvoir faire travailler des gens en local, puisque nous, MBPAC, on a des clients partout en France. Par contre, le réemploi, on est convaincu que c'est quelque chose qui doit être fabriqué par des acteurs locaux. Par exemple, nos laveurs, on a constitué une solution logistique qui permet le suivi total de vos contenants avec un système de QR code, mais aussi un lavage en local par des acteurs locaux et pas passer par des gros centres de lavage ou quoi que ce soit. Donc, on a une solution qui a, dès le départ, été pensée pour pouvoir être distribuée par nos grossistes, mais à partir du moment où on peut assurer un service de qualité local et d'accompagnement, que ce soit le client ou les équipes, bien sûr. Donc, ça fait maintenant 8 mois qu'on a expérimenté sur Laval et sur les 3 départements. On a eu une quinzaine d'utilisateurs. On est en train de peaufiner quelques derniers réglages pour pousser vraiment cette application le plus loin possible dans le service à l'artisan, qui puisse gérer ses contenants en autonomie, qui puisse passer ses commandes de contenants en autonomie, qui puisse les acheter, qui puisse les louer, qu'on puisse lui livrer quand il souhaite, qu'on puisse lui laver ou pas laver, qu'il gère le lavage lui-même, qu'on lui fournisse éventuellement une solution de lavage en interne, s'il veut être complètement autonome. Et on va même jusqu'à adapter notre système au contenant qu'il a. Donc, il y a toute une phase d'étude. Et l'idée, c'est de pouvoir coller, encore une fois, aux besoins de l'artisan. Donc, pour MBPAC, c'est une révolution, puisque MBPAC, depuis 30 ans, vend des emballages, donc vend des produits à des grossistes. Bolero, qui est pour l'instant un service MBPAC, mais qui est appelé à être une entité totalement autonome de MBPAC, va proposer un service complet, clé en main, et le plus adaptable possible aux besoins des artisans. Bon. Je ne sais pas si j'étais complet. Il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son. Pardon, je parle dans le vide, excusez-moi. C'était bien de présenter également des solutions complémentaires avec des modèles qui répondent aux mêmes besoins globalement. Hein. C'est l'organisation des fois qui peut un peu varier. Ce que je retiens là aussi de tous vos témoignages, c'est que à la base, ça part d'un coût et que du coup, c'est un peu un effet de levier quand on se dit comment on va pouvoir changer tout ça, qu'il faut prioriser aussi le local. Les solutions, elles existent en local. On va travailler avec des acteurs. Et là, c'est ce que vous avez démontré les uns et les autres. Hein, c'est qu'il y a un champ d'acteurs qui va se mettre en place et qui va trouver des solutions. Donc, il y a aussi cet esprit collaboratif. Parce que c'est vrai que des fois, tout seul dans son coin, on ne va pas trouver la solution du premier coup. Et puis, je dirais qu'il faut des artisans comme les 2 entrepreneurs que nous avons là pour faire des tests aussi. Hein, parce que il faut faire les tests à grande échelle. Ça fonctionne pas. Et puis après, on répond au contexte réglementaire, forcément en parallèle. C'est aussi ça, des fois, qui peut faire avancer ou reculer. On va compléter avec puisque on est dans les temps, mais il faut qu'on reste dans les temps, hein, Pauline et Thierry. Je reviendrai sur 2-3 points après avec tous nos témoins là, puisque ce qu'on voit là, c'est que ça change quand même en profondeur aussi les organisations et les pratiques, hein, donc c'est pas neutre. Mais là, on voulait vous présenter juste un petit bonus de 2 minutes, de dire aussi d'un autre projet qui est en cours là en Vendée. Dire qu'il y a, je vous ai dit, hein, c'est souvent un réseau d'acteurs. Donc, Pauline, je te laisse présenter
l'autre projet, enfin le projet actuel là. Tout à fait. Déjà, on a la chance, très concrètement, d'être dans une région où il y a plusieurs initiatives et plusieurs opérateurs régionaux. Donc là, on n'a pas pu tous les présenter en direct, mais il y a donc Jean-Christophe de Boîte Nomade qui s'est exprimé sur le chat. Il y a une opération qui se met actuellement donc, en route sur le territoire, la communauté de communes du Pays des Herbiers, en lien avec Trivalis. Donc, c'est un appel à manifestation d'intérêt auquel a répondu notre syndicat des déchets. Et ils sont en train de tester, ou ils vont tester, puisque ça commence exactement début décembre, auprès de 10 commerçants artisans du Pays des Herbiers. Donc, une application qui sera celle des boîtes nomades. Donc, les boîtes nomades est une association donc, sur le territoire du 44. Et vous aurez sur une diapositive après l'ensemble des opérateurs que nous avons listés à ce jour qui peuvent vous accompagner pour les entreprises artisanales dans le choix éventuellement de la transition auprès des emballages. Donc, sur le Pays des Herbiers, c'est concrètement une application, un dispositif de 3000 boîtes qui sera mis en circulation auprès de 10 artisans commerçants. Et puis, les caisses de transport. Trivalis va tester donc, ce projet-là en lien avec Boîte Nomade et avec donc, le Pays des Herbiers pour voir comment, derrière, on peut développer ce genre de dispositif sur l'ensemble de notre département. Sachant que l'objectif, c'est d'avoir aussi des contenants, on est de nous sur un département touristique qui pourrait partir, enfin qui pourrait être utilisé en Vendée, mais qui pourrait partir à terme éventuellement vers d'autres départements de d'autres régions de France. Donc, il y a vraiment une collaboration qui est en train de se mettre en place, quand j'ai parlé du réseau France Consigne tout à l'heure, pour essayer de mutualiser ces opérations. Et il y a une grosse réunion vendredi dernier à La Roche-sur-Yon où l'ensemble des opérateurs de la région des Pays de la Loire a pu être présent ensemble pour voir comment avancer, pour proposer des solutions le plus durables possible. Je reviens juste sur un dernier petit point. On parle beaucoup du verre, mais le verre ne sera pas toujours, en termes de bilan carbone, la seule solution, le seul matériau possible. Donc, dans les études, je n'ai pas pu détailler, mais concrètement, dans les études que mène l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation et du recyclage, c'est aussi d'avoir des alternatives au verre parce qu'on est sur un contenant qui est pesant, on est sur un contenant qui peut casser. Donc, il y a d'autres contraintes et donc, il faudra certainement des solutions hybrides. Ce n'est pas tout verre, tout plastique, mais ça va être des mix de toute façon qui sont liés à vos secteurs d'activité, au type de produits travaillés et au territoire concrètement. J'ai terminé. Et Thierry va nous conclure, reprendre quelques éléments de synthèse pour dire je me lance, demain j'y vais. Comment je fais en fait, par quoi je commence? Oui, c'est ça. En fait, ça va être très simple parce qu'on va reprendre un petit peu les propos qui ont été tenus par les uns et par les autres. La première des choses à faire, c'est vraiment un état des lieux, des bonnes pratiques de l'établissement dans un premier temps. Regarder un petit peu quels sont les contenants utilisés, les pratiques internes, les quantités des produits concernés, de voir un petit peu quels sont les coûts engendrés par ces propres produits, les coûts d'achat, coûts d'acquisition. Mais on peut aussi aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que c'est des coûts d'acquisition dans un premier temps, mais c'est aussi des temps de commande, une vraie gestion, le fait de gérer également les stocks. Donc on voit qu'indépendamment du coût simple du produit, on peut y adjoindre un certain nombre de choses derrière. Donc ça, c'est un vrai premier état des lieux. Ensuite, ça c'est en interne et perso, mais on doit raisonner un petit peu plus largement également parce qu'on peut intégrer la notion de territoire, d'association, d'artisans qui sont à proximité, parce qu'il ne faut pas voir les artisans de proximité comme des concurrents directs, mais plutôt comme des alliés. On voit bien que si un contenant est utilisé par un artisan qui est déposé chez un autre, ce sera plutôt gage de qualité à terme. Donc c'est toutes ces réflexions qu'il va falloir avoir. Ensuite, si on veut que ça fonctionne, il faut passer par des phases de communication déjà en interne avec son propre personnel, recenser peut-être les équipiers qui seront les plus moteurs et plus en phase de générer une vraie dynamique de l'entreprise, puisqu'il faut que ce soit une dynamique intégrante de l'entreprise complète. Donc ça, c'est un autre sujet. Et au final, il va aussi falloir savoir communiquer en externe pour faire état des prestations qui sont proposées, que tout le monde y trouve aussi un intérêt pour les clients, etc. Donc là, les phases de communication avec tous les moyens qui sont à notre disposition. Mais ça semble être en tout cas une démarche progressive, simple à mettre en œuvre, accessible à tous les artisans,
mais mieux vaut suivre les différents exemples qui nous ont été préconisés, en tout cas aujourd'hui. Merci Thierry. Je vais peut-être rebondir sur 2-3 questions là. Est-ce que là, on a des fournisseurs, mais on a aussi des entrepreneurs qui ont peut-être des tuyaux. Avez-vous des alternatives aux emballages plastiques pour un food truck, hein, crêpes galettes? La même question pour les viennoiseries, les brioches. Et puis, pour le restaurant rapide, la vente à emporter. Je peux prendre éventuellement la parole. Alors, pour tout ce qui est emballage plastique, food truck, crêpes galettes, les alternatives réemployables ne sont pas forcément toutes existantes encore sur le marché parce qu'encore c'est un marché qui débute. On y va petit à petit et on a beaucoup parlé des contenants en verre qui est le top en termes d'innocuité, de sûreté alimentaire. Certains plastiques aussi peuvent proposer des solutions alternatives intéressantes tout en étant sûrs. Pour crêpes galettes et viennoiseries brioche aujourd'hui, en tout cas nous chez nous MBPAC, on n'a pas encore ce type de produit. Par contre, pour tout ce qui est restauration rapide, que ce soit burger, pizza, que ce soit plat chaud, plat froid, même traiteur, pour substituer notamment au plateau repas, on a ce type on a des possibilités pour substituer à l'usage unique. C'est bien, ça coupe. Très bien, bah vous avez répondu à la question parce que ça enchaînait justement burger, frites, pizza en complément. Voilà. Donc, justement, ouais, du coup, ça va faire la transition avec Pauline qui va un peu parler d'une première représentativité en Pays de la Loire. Là, l'idée, c'était pas de faire une liste de tous les fournisseurs parce qu'on ne les connaît pas tous, hein. Je pense à monsieur, justement, que vous avez pu citer, la Bergeron, c'est à Musiac, hein, c'est dans le 56 de mémoire. Donc voilà, on s'est au moins arrêté au Pays de la Loire, c'est notre territoire, mais il y en a encore en proximité, on va dire la Bretagne, il y a encore ça reste proche. Je te laisse expliquer un petit peu, Pauline. Alors, vous ne voyez pas là sur le diaporama, mais comme vous aurez le support, vous avez les liens de chaque société derrière les logos de chaque entreprise. Donc, selon votre situation géographique, vous pourrez derrière, bien sûr, aller visiter les sites Internet ou les pages Facebook des différents opérateurs. En région des Pays de la Loire, on a donc déjà un centre d'innovation au service de l'emballage alimentaire qui s'appelle l'IGPAC, qui travaille et coordonne des recherches, des programmes de développement qui travaillent donc avec des grosses entreprises qu'on connaît tous, Fleury Michon, Sodebo, Marie, voilà, donc différents opérateurs parce que c'est un vrai sujet et c'est un sujet sur lequel il faut investir du temps, de la recherche. Monsieur Mestre l'a dit tout à l'heure, c'est beaucoup d'énergie, c'est un travail de longue haleine et ce sont des changements de pratique, un changement de marché. Donc voilà, ça ne va pas se faire comme ça. Donc il faut pouvoir coordonner les énergies, les investissements. Ensuite, on a un vrai retour de la consigne. Donc là, je vais parler bouteilles et bières, donc les fûts, par exemple, aluminium, donc avec Bout à Bout et en partenariat avec Sofu. Donc là, on a une filière régionale qui est en train de se monter pour la brasserie, pour des jus, et sont à l'étude les bouteilles de lait réemployables, la soupe, etc. Berny qui fait plus du contenant, on va dire, à vocation grande distribution, restauration collective en inox. Now qui est un autre développeur qui est basé en Ile-de-France, mais qui s'étend sur le plan national avec des bornes de collecte, des collecteurs de contenants propres à disposition et plus spécifiquement en grande surface, grande et moyenne surface. On a parlé de Cycléo pour la Vendée, de Boîte Nomade pour le 44 et le 85, et donc de Boléro pour le 53, le 72 et le 49. On est désolé, on ne l'a pas précisé, nous, sur le diaporama, mais on corrigera. Très bien, oui, justement, c'était les questions complémentaires. Merci, Pauline. Je vais quand même revenir là sur la question qui disait vos possibilités prennent-elles en compte le fait que les clients vont manger dans la rue? Donc, le côté street food, ça veut dire c'est vrai que je suis avec mon emballage recyclable, réutilisable, pardon. Voilà, est-ce qu'il y a des demandes ou comment est-ce qu'il y a des groupes qui se mettent un peu en place pour réfléchir à cette problématique? Parce que du coup, on est avec notre emballage et si on n'a pas de sac à main ou de sac à dos, je n'ai pas dit qu'il fallait avoir la réponse aujourd'hui et que toutes les solutions n'étaient pas là, mais est-ce que c'est des questions qui vous sont remontées? Vous pouvez remettre le
le micro si vous voulez. Le micro, voilà, merci. Je me permets de reprendre la parole parce qu'on travaille Oui. avec un industriel mayennais qui s'appelle Europlastic, donc qui est fabricant de contenants aussi en matière plastique, dont une partie est recyclée. On est en train de développer une gamme de contenants, alors pas forcément spécifiques pour les galettes et les crêpes, mais des contenants qui soient fabriqués en France et qui permettent aussi une meilleure réactivité sur le réassort. Mais pour l'instant, crêpes, galettes, non. Par contre, pour toute cette nomadisation de la consommation, effectivement, la Lunchbox, par exemple, répond tout à fait à cette problématique, et notamment pour les traiteurs, et donc cette activité de livraison de repas sur place ou à emporter. Mais encore une fois, pour crêpes galettes, on n'a pas de solution spécifique. Ça va venir, promis, et on est à dispo, bien sûr, on est à dispo pour développer de tels contenants avec notre partenaire. Merci. Voilà, vous avez répondu sur les interventions aussi possibles partout en France. Je voulais compléter donc cette séance autour des emballages à usage unique pour dire, voilà, déjà aujourd'hui, il n'y a pas une solution, mais il y en a plusieurs et que c'est en pleine mutation ou mouvement, là on le voit bien par rapport aux questions qui sont posées. Donc, ça concernera tous les métiers de l'alimentaire. Ce qui peut être bien aussi, c'est d'échanger, si vous connaissez des confrères qui sont passés à ce type de solution de nouvel emballage, de voir ce qui a été un frein, ce qui fonctionne pas, ce qu'il faut améliorer avant d'y aller. Parce que peut-être que certains ont déjà les solutions. On a dit qu'il n'y avait a priori pas les solutions aujourd'hui pour les crêpes et galettes, mais peut-être que dans un autre département, une autre région, il y a un Géotrouve-Tout qui a trouvé la solution. Donc, il faut aussi regarder un petit peu, échanger entre vous. Ce qui est important aussi à redire, là, c'est également d'en parler avec les confrères de l'alimentaire d'une commune, si vous êtes dans une petite commune, parce qu'il y a des projets qui peuvent se monter à plusieurs, peut-être sensibiliser vos communautés de communes, donc sensibiliser aussi, aller au-devant des acteurs, que sont les conseillers économiques des chambres de métiers ou des chambres de commerce, selon vos activités et tout ce qui peut se mettre en place, parce que c'est des acteurs qui vont aussi vous accompagner dans ces phases transitoires. Donc là, on est vraiment dans je dirais, un bouillon de culture. Pour terminer, autour de la transition écologique, parce que c'est aussi le fil rouge de nos interventions autour des webinaires. Si vous vous posez des questions autour de vos démarches, de votre activité, et que vous avez besoin d'enclencher des changements dans vos structures, ou que vous les avez déjà enclenchés, mais qu'il y a besoin de faire un point, sachez que nous, on peut vous accompagner en faisant un point qui dure à peu près 1h30 sur vos pratiques autour de l'environnement, puisque même si, là, je reviens à un élément déclencheur qui a été cité quand même plusieurs fois, qui était le côté financier, ou le côté ça m'encombre, on a plein d'emballages, mais d'un autre côté, vous l'avez aussi très bien dit dans le pendant, c'était de dire, côté environnement, quand je fais déplacer 2 fois mon fournisseur, alors qu'il pourrait venir qu'une fois ou 3 fois par an, il y a d'autres impacts qui se mettent en place. Donc, tout est lié en fait aujourd'hui. Donc, c'est aussi se poser les bonnes questions. Donc, en tant que conseiller de la Chambre de métier, on peut aussi intervenir, faire ce premier point qui pourra déclencher un accompagnement. Et si vous ne les connaissez pas, voilà toute l'équipe développement durable en région Pays de la Loire. Donc, là, vous avez 2 représentants, 53 et 85, mais vous en avez dans le 49, dans le 72 et dans le 44. Donc, tous nos départements sont couverts par nos équipes de conseillers. Voilà ce qu'on avait à se raconter aujourd'hui autour du webinaire et des emballages à usage unique. J'ai encore 2-3 minutes si quelqu'un veut compléter ou passer un message important par rapport à cette problématique dans nos témoins ou dans mes collègues. Et je voudrais simplement souligner comme un point important, c'est que toutes ces démarches-là, on parlait tout à l'heure de pédagogie, mais toutes ces démarches-là peuvent fonctionner que si on implique complètement nos collaborateurs, nos vendeurs,
parce que ce sont eux qui touchent les clients et qui peuvent leur transmettre un peu ces messages. Et si nos collaborateurs ne sont pas impliqués eux-mêmes dans la démarche, ou l'ont mal compris, ou ne sont pas bien accompagnés, ils ne vont pas être convaincus, ou ils vont être un peu dans la retenue, et ils vont pas réussir à faire passer le message ou à se sentir à l'aise. On se rend bien compte qu'il faut faire des piqûres de rappel, il faut être avec eux, il faut solliciter de l'accompagnement. Mais alors, une fois qu'ils se sont accaparés, c'est un peu comme des challenges, et ils ont envie de jouer, ils ont envie d'expliquer cette démarche, et là, ça marche, ça fonctionne. Mais voilà, je voulais simplement souligner ça, parce que passer de l'emballage plastique au réutilisable en verre ou autre, c'est quand même une démarche dans la tête des clients, et tout seuls, ils n'y arriveront pas, et nos collaborateurs non plus. Donc, voilà. Et moi, je voudrais aborder le point aussi de pas forcément parler d'écologie, parce que l'écologie en ce moment n'a pas forcément bonne presse, etc., mais plus de durable, dans la durée, et puis aborder le côté forcément toujours écologique, parce qu'aujourd'hui, l'écologie, ça veut pas, à mon sens, plus rien dire dans nos entreprises, mais des choses qui sont durables et à long terme. Ça a plus d'impact en fait. Eh bien, le mot de la fin est bien choisi. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci.